Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale. Collection internationale. Dirigée par Denis Rolland, Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marie-Hélène Touzalin. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Dernière parution. Élodie Rémy, Réfugiés, l'hébergement chez des particuliers. Des liens qui rendent libre, 2020. Garik Galstyan, L'écologie en Arménie, le lac Sevan et l'émergence du mouvement écologiste, 2020. Miguel Suárez Boza, le port de Casablanca au XXe siècle. Une source de développement pour le Maroc, 2019. Guy Laurent, Les ambiguïtés de la démocratie participative, de Porto Alegre aux Gilets jaunes, 2019. Despina Tomescu, Roumanie, histoire d'une identité, 2019. Jean Kudela et Bernard Laurie dire Le regard sur l'autre en Europe médiane, 2019. Rubenilson Brazao Texera, avec la participation d'Edja Triguero, des deux côtés de l'Atlantique, Natal Dakar dans une perspective comparative, 2018. Jules Durand, Lettres de prison, septembre 1910 au février 1911, 2018. Félix Pavia, Mexique, La guerre perdue contre le narcotrafic, 2018. Laurie Servière, Colombie, La paix comme levier politique international, 2018. Antonia Aemo Sanchez, Marie Galera, Métissage de la création théâtrale. Amérique hispanique, Espagne-France, 2018. Tristan Lefortmartine, Des droits pour la nature? L'expérience équatorienne, 2018. Remerciements. Je remercie vivement Madame Sophie Latraverse, directrice au Défenseur des droits, pour l'aide qu'elle m'a apportée à maintes reprises. Préface. En vertu de l'article 71A1 de la Constitution et de l'article 4 de la Loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public. La loi organique du 29 mars 2011 définit largement son champ de compétences et l'étend aux droits et à l'intérêt supérieur des enfants, à la lutte contre les discriminations, au rôle de contrôleur externe de la déontologie des forces de sécurité publiques et privées, et à l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Grâce à son réseau de plus de 500 délégués qui sont présents dans plus de 850 points d'accueil, l'institution créée en 2011 est présente sur l'ensemble du territoire, en métropole et en outre-mer, à l'écoute et au soutien de toutes les personnes qui la consultent. Elle reçoit plus de 150 000 demandes d'intervention et de conseils par an. L'activité quotidienne du Défenseur des droits consiste à recevoir des demandes d'information et à traiter les réclamations des personnes qui considèrent que leurs droits n'ont pas été respectés. Il s'emploie à faciliter l'accès aux droits par l'information qu'il délivre, par la médiation de ses délégués et au siège, par la mobilisation des pouvoirs d'enquête et d'interpellation qui lui sont accordés par la loi organique. Au cours de mon mandat, j'ai pu constater que l'institution est souvent le dernier recours des personnes qui le saisissent, confrontées à des difficultés quelquefois inextricables. Mais j'en ai aussi retenu que ces 150 000 sollicitations ne sont qu'une petite partie des atteintes aux droits qui existent dans notre pays. Encore aujourd'hui, une grande majorité des personnes ne connaissent pas leurs droits et quand elles les connaissent, ne savent ni à qui s'adresser, ni qu'elles peuvent être entendues et accompagnées, finissant par se résigner. Pour faire avancer l'accès aux droits, il faut donc que le Défenseur des droits soit toujours plus accessible et mieux connu, année après année, par un nombre croissant de personnes. La diffusion de la culture des droits et de la connaissance au sujet de ses pouvoirs, de ses moyens d'action et de ses résultats, est l'un des vecteurs essentiels de son action. C'est pourquoi il est si important d'expliquer la façon dont se déploient ses pouvoirs, tout en illustrant les ressources qu'ils offrent à chacun pour faire valoir ses droits sur l'ensemble de son champ de compétences. Jean-Luc Mathieu, délégué du Défenseur des droits,
qui connaît l'institution de l'intérieur, s'est employé à en décrire les rouages et les possibilités, offrant ainsi un véritable mode d'emploi du défenseur des droits et donc un réel instrument d'accès aux droits pour tous. Cet ouvrage m'apparaît important, et à la mesure de son engagement. Je l'en remercie. Jacques Toubon. Introduction. Nul mieux que Jacques Toubon, le défenseur lui-même, n'a pu situer dans le rapport annuel de 2017, page 3, le rôle du défenseur des droits dans le panorama d'ensemble des difficultés françaises. Le recours au défenseur des droits, quoiqu'inférieur à l'ampleur des défaillances et des discriminations, constitue un symptôme évident des maux collectifs dont souffrent des millions de personnes vivant en France, celles qui ont le sentiment que la République, son service public, ses lois, ses droits ne bénéficient pas également à toutes et à tous. Notre pays préfère la distinction à l'intégration, la concurrence à l'inclusion. La pétition de l'universalité continue d'adorner les estrades publiques, mais la réalité des politiques la compromet chaque jour un peu plus. Le défenseur des droits a ainsi vocation à protéger, par l'effectivité des droits, celles et ceux que le discours de l'identité, la rétractation de la chose publique et la tension des rapports de domination tendent à laisser pour compte. C'est l'expérience que souvent nous avons de la société française. Cependant, si notre réponse comporte quelque efficacité, elle reste ténue et variable. C'est ce que nous allons investiguer dans ce petit livre, qui se veut un ouvrage simple de vulgarisation et non une somme exhaustive. Il va s'efforcer, grâce à un nombre réduit d'exemples choisis dans tous ces domaines d'intervention, de montrer comment le défenseur des droits comporte quelque efficacité, sans cependant omettre de présenter les limites de ses actions. Première partie. Les antécédents. Les 4 institutions regroupées au sein du Défenseur des droits en 2010 ont été créées entre 1973 et 2004, toutes destinées à mieux ancrer les droits dans la vie des citoyens français. Chapitre 1. Le médiateur de la République. De façon générique, un ombudsman est une institution qui vise à corriger de façon non juridictionnelle des fonctionnements inéquitables des administrations, qui, sans être illégaux, portent préjudice aux citoyens. Si on écarte les cas lointains, la Suède de 1809, qui n'ont guère de ressemblance avec les organismes contemporains, ce sont les démocraties voisines qui les premières ont créé de telles institutions. Le Danemark en 1953, puis la Norvège en 1962. La Grande-Bretagne le fit en 1996, selon un modèle juridique profondément différent. Ces pays avaient une vie démocratique plus ancienne et longtemps beaucoup mieux assurée que la nôtre. La France, étant plus encline à tenter de régler les problèmes par des affrontements judiciaires que par la recherche de compromis, n'a pas fait montre de précocité. En 1972, des propositions ont fusé de partout visant à créer une institution nouvelle ayant pour objectif de mettre de l'huile dans les rouages administratifs. À droite, une proposition de loi tendait à la création d'un haut-commissariat à la défense des droits de l'homme, placé auprès du pouvoir exécutif. À gauche, une autre proposition de loi ambitionnait d'instituer au contraire un délégué parlementaire à la liberté. Le gouvernement de Pierre Messmer, en 1972, élabora un projet de loi instituant un médiateur. 1. La création du médiateur. Les riches débats parlementaires de décembre 1972 ont mis en lumière les conceptions variées que se faisaient les groupes parlementaires de cette nouvelle institution. Mais un large accord se fit sur la maladministration du pays. René Plévin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, disait, le 14 décembre 1972 à l'Assemblée nationale, « À cause de l'ampleur, de la diversité, de la masse des interventions de l'État dans la vie quotidienne des citoyens, notre administration semble parfois avoir une conception trop abstraite, je dirais presque trop hautaine de sa mission. Elle semble trop souvent manifester une absence d'intérêt pour les situations individuelles, pour les aspects pratiques du fonctionnement des bureaux ou des guichets, pour les conséquences humaines ou sociales de décisions souvent parfaitement fondées en droit. Elle souffre enfin, en raison des dimensions énormes qu'elle acquiert du fait des circonstances de notre époque, de ces maux que les spécialistes dénoncent dans toutes les grandes organisations et qui sont, nous disent les sociologues, les conséquences du phénomène bureaucratique.
lenteur, inertie, complexité, dilution des responsabilités, anonymat des décisions. Ce n'est pas non plus que les contrôles qui pèsent sur nos administrations aient perdu quoi que ce soit de leur vigilance. Les contrôles sont nombreux. Pourtant, malgré cette organisation apparemment sans faille, tous les hommes publics et tous les élus en contact avec leurs électeurs savent que le citoyen continue à se sentir désarmé devant certaines décisions administratives, désorienté devant l'anonymat des bureaux, perdu devant la complexité de la répartition des compétences, intimidé devant le recours aux tribunaux, découragé quelquefois par la durée et le coût des procédures. Il y a donc une place, dans notre organisation administrative, pour une institution nouvelle. Au Sénat, le 19 décembre 1972, il complétait ainsi ses remarques. Le sentiment arbitraire de l'administratif, en tout cas d'un certain despotisme, la sensation d'impuissance devant les décisions des bureaux, le découragement devant les procédures contentieuses trop longues et parfois trop coûteuses sont partagés par trop de nos compatriotes. Il existe toute une frange d'actes et de décisions qui, sans être illégaux et donc susceptibles d'une sanction par la voie juridictionnelle, témoignent cependant d'un fonctionnement défectueux du service public et causent tout autant de désagréments et de dommages aux particuliers que des actes contraires au droit. Sans condamner, sans indemniser, sans ordonner, le médiateur devra redresser, orienter, accélérer ce qui sans lui ne trouverait pas de solution. La loi numéro 73A6 ne fut adoptée, le 3 janvier 1973, que par 279 députés contre 168. Elle a instauré un médiateur, ultérieurement rebaptisé médiateur de la République. 2. L'évolution de l'institution. Originellement, le médiateur recevait, toujours par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur, juge de l'opportunité de cette saisine, agissant par conséquent comme des filtres, des réclamations concernant dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. Lorsqu'une réclamation lui paraissait justifiée, le médiateur faisait toutes les recommandations qui lui paraissaient de nature à régler les difficultés dont il avait été saisi, et, le cas échéant, faisait toute proposition tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné. Ultérieurement, les pouvoirs de l'institution, qui étoffa son siège par des agents aux compétences diverses, furent étendus, principalement par la loi numéro 76-1211 du 24 décembre 1976 avec la possibilité de proposer des solutions en équité et de proposer des réformes au pouvoir public, dans le souci de corriger les textes jugés inadaptés ou sources d'iniquité. En outre, des associations et non plus seulement des personnes furent autorisées à saisir l'institution, toujours par l'intermédiaire d'un parlementaire, disposition qui a limité le nombre des saisines. Le décret numéro 88A237 du 18 février 1986 a aussi ouvert la possibilité d'instituer des délégués dans des départements. Ils ont été officialisés par la loi, en 2000 seulement. Pendant une première période, les délégués n'instruisaient que les réclamations que le siège de l'institution leur confiait. Ils ont progressivement constitué un réseau de plus en plus dense, à travers tout le territoire, permettant aux citoyens de les rencontrer, de les consulter puis de traiter certaines de leurs réclamations. À la fin de 2010, le médiateur avait 303 délégués territoriaux, certains étant spécialisés dans des thématiques particulières, les autres étant des généralistes, œuvrant dans 428 points d'accueil. Près de 150 de ces délégués étaient en contact avec des détenus dans 164 services pénitentiaires. Enfin, le statut de l'institution fut rehaussé. La loi numéro 89A18 du 13 janvier 1989 a érigé ce qui devint le médiateur de la République en autorité indépendante. 3. Les activités du médiateur de la République. Les tâches du médiateur de la République ont cru tout au long des années, témoignant d'une notoriété croissante mais aussi, bien sûr, de la persistance, sinon même de l'accroissement des difficultés de tous ordres auxquelles se heurtait la population dans ses rapports avec la vaste sphère des administrations. La loi attribue 2 ordres de compétences au médiateur de la République. Résoudre des difficultés personnelles, en donnant des conseils et en s'efforçant d'infléchir la position des administrations,
et pouvoir demander que des réformes modifient les règles et pratiques des administrations. A. Le traitement de problèmes individuels. Lorsque le traitement d'un cas particulier montrait qu'une disposition législative ou réglementaire avait abouti à une iniquité, le médiateur de la République pouvait proposer, pour régler un problème précis, une solution en équité, c'est-à-dire en faisant un accroc à la lettre du droit mais en visant un objectif de justice. Le cas échéant, il pouvait faire des propositions visant à améliorer le fonctionnement d'un organisme concerné par des réclamations, afin d'éviter la poursuite de difficultés similaires. Pour donner un poids particulier à ces interventions, le médiateur de la République, à défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il avait fixé, pouvait rendre publiques ses recommandations. L'organisme mis en cause pouvait à son tour rendre publique sa réponse, incluant généralement la décision qu'il prenait en réponse à l'interpellation du médiateur. En 2010, dernière année avant son intégration au sein du Défenseur des droits, le médiateur de la République avait reçu, au niveau des délégués, 32 393 demandes d'information et d'orientation. Moins 46 653 réclamations, donc des plaintes, dont 31 101 avaient été traitées par les délégués et 15 552 par les services centraux. L'institution du médiateur de la République a été souvent le dernier recours pour les citoyens démunis dans leur rapport avec les services publics. Elle a joué son rôle d'intervention dans d'innombrables situations, très diverses. À titre d'illustration, on peut citer quelques domaines, mais il y en a eu beaucoup d'autres, dans lesquels les arrangements amiables et les médiations ont été très nombreux. La méconnaissance de règles d'urbanisme par des élus locaux. La complexité de démarches de renouvellement de cartes d'identité. Des difficultés résultant des incertitudes du statut d'auto-entrepreneur. Des difficultés de malades pour accéder à leur dossier médical. Des verbalisations abusives lors de contraventions alléguées au code de la route. La mauvaise application, à partir de 2005, des dispositions permettant de soulager la fin de vie des malades, loi dite Leonetti du nom de son inspirateur. Des procédures abusives dans des cas de recouvrement d'impôts. Des dizaines de milliers de réclamations individuelles ont ainsi été réglées grâce aux interventions de l'institution du médiateur de la République. Selon lui, 94% des médiations effectuées ont été couronnées de succès. À titre d'illustration, on peut donner un exemple de cette façon d'intervenir. Un litige ayant pour objet le paiement d'études préalables qui étaient nécessaires à la réalisation de diverses opérations routières en Île-de-France, opposait l'État aux époux Hélène, réalisateurs de ces études. Le médiateur de la République, saisi de cette réclamation par l'intermédiaire d'un député, a appelé l'attention du ministre sur la situation de ces personnes qui n'avaient apparemment pas été payées de certaines prestations, ce qui avait des conséquences dramatiques pour leur entreprise. L'administration, après une enquête, a accepté d'indemniser les réclamants sur la base d'un protocole transactionnel. B. La modification de règles de droit. En ce qui concerne les propositions de réformes législatives et réglementaires, il est difficile d'identifier ce qu'elles doivent aux propositions du médiateur de ce qui résulte d'autres influences, d'autant plus que des réformes résultent généralement de propositions diverses et convergentes. Les rapports annuels du médiateur de la République contenaient chaque année des tableaux des réformes qui indiquaient ces propositions qui avaient été satisfaites, et celles qui ne l'avaient pas été. On peut illustrer ici par quelques exemples très variés. Des réformes satisfaites en 2010, il y en a eu 22 contre 3 non satisfaites, pour reprendre les termes du rapport annuel, sur lesquels le médiateur de la République a eu une influence significative. La modification des conditions d'activité pour pouvoir percevoir l'allocation aux adultes handicapés, AAH. L'automatisation de l'application de la règle du solde bancaire insaisissable. Le renouvellement des cartes d'identité et des passeports délivrés aux Français nés à l'étranger, ou dont l'un des parents est étranger. Le cumul des revenus d'une activité non salariée, avec une pension d'invalidité. 4. Le médiateur, instance civique et morale. Par ses rapports annuels mais aussi par les 64 numéros de la revue mensuelle, Médiateur Actualité,
instauré par Jean-Paul Delevoye lorsqu'il a remplacé Bernard Stasi en avril 2004, le médiateur de la République a constamment exhorté la société française, à tous les niveaux, à se ressaisir pour améliorer le vivre ensemble. On relève ainsi comme exemple les titres de quelques-uns de ces articles. Pour une société vivable. Numéro 7 mars 2005. L'environnement, notre bien collectif. Numéro 27. Mars 2007. Redonner du sens à la devise de la République. Numéro 28. Avril-mai 2007. Pour une fiscalité citoyenne. Numéro 33 janvier 2008. Liberté, égalité, laïcité. Numéro 38 juin 2008. Fraternité et solidarité pour préserver la cohésion sociale. Numéro 43 janvier 2009. Rétablir le contact entre les usagers et l'administration. Numéro 45. Mars 2009. Droits de l'enfant, encore des progrès à accomplir. Numéro 52. Novembre 2009. Un besoin urgent d'être écouté. Numéro 54. Février 2010. La prison est un service public. Numéro 63 février-mars 2011. Pour un réveil citoyen. Numéro 64 mars 2011. 5. Le testament du dernier médiateur de la République. Jean-Paul Delevoye a été le dernier médiateur de la République et le rapport de l'institution, de 2010, porte sa marque très personnelle. Dominé par l'exhortation à retrouver une éthique collective, exposé dans l'éditorial du rapport, l'ensemble du document dont sont extraits les éléments suivants, contient nombre de réflexions qui décrivent une réalité fort préoccupante, à savoir qu'au fil des années, la situation dans le domaine des rapports des citoyens au service public a plutôt empiré. Ces pages font implicitement le constat d'une efficacité limitée de l'institution, en raison des nombreux obstacles auxquels se heurtent les citoyens du fait de la sclérose de certaines pratiques institutionnelles et de la résistance, très répandue, devant des propositions de réforme qui seraient aussi utiles que nécessaires. Il convient de rappeler l'essentiel de ces constats qui portent non seulement sur les années où Jean-Paul Delevoye fut le médiateur de la République, mais sur l'ensemble des années pendant lesquelles l'institution a tenté de faire améliorer le fonctionnement des institutions administratives. La première de ces constatations porte sur l'action publique en général, champ global de compétences du médiateur de la République. Le bon fonctionnement de la société française ne dépend pas que des lois qui l'encadrent. Encore faut-il que celles-ci aient été conçues pour bien fonctionner ensemble, et qu'elles soient facilement comprises, absorbées et applicables. Or, du texte au terrain, du principe à l'application effective, il y a parfois plus qu'un pas, souvent un grand écart. Absence de vision transversale, ambition démesurée, manque de moyens de mise en œuvre. Les défaillances dans la conception de l'action et des politiques publiques portent préjudice aux citoyens. Par les réclamations qu'il reçoit, le médiateur de la République dispose d'un poste d'observation privilégié pour pointer les dysfonctionnements, les oublis, les contradictions de textes qui se télescopent et les situations inenvisagées, qui laissent les citoyens démunis face à un système administratif encore trop souvent hermétique. Rapport 2010, page 8. 2 points plus précis illustrent cette remarque générale. A. Des politiques publiques brouillées par l'empilement législatif. Chaque année, de nombreuses lois, circulaires et décrets s'ajoutent et se superposent au corpus de textes déjà en vigueur. Cette profusion réglementaire opacifie l'accès des citoyens à l'information et complique la tâche des exécutants, confrontés à l'incessante complexité du droit et au foisonnement de la jurisprudence. Normes à peine intégrées et déjà obsolètes, régimes dérogatoires, arrêtés qui contredisent la loi. À cette instabilité juridique s'ajoute aussi une instabilité des pratiques dès lors que la confusion qu'elle génère au sein des services publics ouvre la voie à des comportements administratifs inappropriés, à des difficultés d'interprétation des textes, à un durcissement de la loi, à des ajouts de conditions pour l'octroi d'avantages. Idem page 9. Et encore, d'un côté il y a les citoyens qui sont de plus en plus nombreux à se sentir démunis face à un empilement réglementaire opaque, ne bénéficiant ni de repères ni d'indicateurs pour savoir si ces textes s'appliquent à leur situation particulière. De l'autre,
Il y a l'administration qui se sent parfois tout aussi impuissante. Elle peine parfois à apporter des réponses concrètes et compréhensibles aux usagers qui l'interpellent. Idem page 20. B. Des réformes précipitées qui provoquent des dommages collatéraux. Les réformes de notre pays se font trop vite, sans que les dommages collatéraux qu'elles induisent en soient suffisamment mesurés. Résultat, ce sont les usagers qui font les frais de cette absence de pédagogie de la décision et de défaillance managériale et ou technologique. Et ce sont les agents qui sont injustement stigmatisés. Idem page 13. B. Une autre de ces constatations porte sur le fossé qui se creuse entre les pratiques des administrations, au sens large, et les attentes des citoyens. Le rapport relève a. Des excès de zèle et une application mécaniste de la loi. Face à la complexité des textes qui s'imposent d'abord à l'agent avant de s'imposer à l'usager, le fonctionnaire n'a parfois d'autre solution que d'adopter une prudence maximale, qui finit par se révéler abusive et génératrice d'iniquité. L'administration préfère se déresponsabiliser plutôt que de s'exposer au risque de remise en cause, créant des points de blocage et d'affrontement. La banalisation de telles entorses donne lieu à des comportements de méfiance et d'opportunisme en décalage complet avec les missions d'un État de droit. En sécurisant sa décision, sa propre personne ou son service, l'agent privilégie le confort du système au détriment de celui de l'individu. Idem page 27. Ceci conduit parfois à des décisions prises au mépris de la loi, idem p30. B. Des excès de précipitation et des excès de lenteur, idem page 32, dans l'application de procédures avec de sévères conséquences sur les citoyens. C. Enfin, la déshumanisation de nombre de procédures. La standardisation des procédures, qui incite au traitement de masse, conduit à la déshumanisation. L'administration ressemble parfois à une machine à broyer tout ce qui ne rentre pas dans les cases prévues. Soumise à une logique de rendement et d'économie de moyens, elle n'est plus à même de percevoir les cas particuliers dans l'important volume de dossiers qu'elle traite. Idem page 36. Au moment du passage de relais du médiateur de la République au défenseur des droits, Jean-Paul Delevoye, dans son testament qui préface le rapport annuel de 2010, après avoir souligné les résultats modestes de l'institution qu'il avait dirigée, mettait en garde contre une attente excessive. Le défenseur des droits, pas plus que le médiateur, ne sera un Zorro. Idem page 70. Chapitre 2. La Commission nationale de déontologie de la sécurité, CNDS. C'est une institution créée en 2000, qui a eu bien du mal à se faire une place, face à des gouvernements qui après sa création se sont efforcés d'en limiter le rôle, donc l'efficacité. Elle n'a jamais eu le soutien réel d'une partie des parlementaires, et donc d'une partie du corps électoral. La présentation qui en est faite ici, résume, si tant est que cela soit possible, des milliers de pages qui constituent ces rapports annuels au président de la République et au Parlement, tous rendus publics. 1. Pourquoi créer un organisme nouveau ? Le projet de loi, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 14 janvier 1998, visant à la création d'un Conseil supérieur de déontologie de la sécurité, préparé par le gouvernement de Lionel Jospin, en expose simplement les motifs. Le besoin de sécurité et de tranquillité devient de plus en plus une revendication de chacun. Face à cette demande, les agents des services publics traditionnellement chargés de la sécurité ne sont plus les seuls acteurs à intervenir pour répondre aux attentes des individus. Des personnes privées assurent aussi un rôle important dans l'organisation de la sécurité intérieure. Ainsi, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.